France Maghreb 2. Le grand forum avec Jean-Marc Zébélus qui est là, en pleine forme. En pleine forme et en très bonne forme. Et avec Tarek Mami qui nous rejoint dans un instant. Bien entendu, soyez les bienvenus, c'est vendredi, soyez les bienvenus pour nous rejoindre, nous écouter, nous apprécier j'espère. Et puis aussi, vous pourrez nous appeler, participer au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, il est là, bien entendu, ravi de vous retrouver pour ce vendredi jusqu'à 18h30 sur France Maghreb 2, avec le plus grand plaisir, bien sûr, pour vous rejoindre, vous accompagner et vous donner aussi la parole dans cette émission, puisque vous l'avez plus que jamais, bien sûr, en nous appelant au 01 40 33 9000 pour décortiquer un petit peu cette actualité. Oui, elle est très présente, cette actualité politique, notamment avec une campagne qui s'avère être une campagne assez voilà, c'est ça. Et on connaîtra d'ailleurs tout à l'heure à 18h les candidats officiels pour cette élection présidentielle. Alors pour l'instant, ils sont au nombre de 8. Seront-ils plus? C'est pas mal, 8, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Il va y avoir une ouverture d'idées. On va avoir des débats et puis celui qui sera élu devra quand même toutefois en tenir compte puisque ces personnes seront porteurs de voix, de millions de voix quelque part. Oui. Et puis on en aura droit au ralliement et tout et puis c'est pas mal sur le plan démocratique. Absolument. Donc on verra ça tout à l'heure, bien entendu. Ça sera à 18h, puisque vous le savez, voilà, c'est la date limite pour les parrainages. Donc aujourd'hui, rendu public par le Conseil constitutionnel tout à l'heure à 18h. Bon, je pense qu'il n'y aura pas un de plus, hein, ça m'étonnerait fort. Mais bon, 8 c'est déjà pas mal comme tu le disais. Et on parlera d'ailleurs de cette polémique autour de ce débat organisé par TF1 lundi, puisque Dupont-Aignan avait fait appel auprès du Conseil d'État pour contester en fait le fait que TF1 invite que 5 candidats, les 5 plus gros. Dupont-Aignan donc a porté l'affaire devant le Conseil d'État et le Conseil d'État lui a donné tort. Voilà, c'est évident, c'est une chaîne privée et puis qui fait ce comme bon lui semble. Par contre, le temps de parole sera compté. Tout simplement, c'est antidémocratique. Mais que voulez-vous, elle a les moyens de sa politique TF1, donc elle cherche à faire plus ou moins le buzz, à faire un peu d'attirer un peu de monde, à faire un peu d'audience, un petit peu. Voilà, c'est le business avant tout. Et François Asselineau d'ailleurs qui a envoyé une lettre à tous les candidats en leur invitant à ne pas se rendre à ce débat. C'est anticonstitutionnel, dit-il. Et voilà, bon, à mon avis, une lettre qui restera sans réponse, hein, bien entendu. Est-ce qu'ils iront, ces 5 candidats, donc ils sont au nombre de 5, c'est les 5 plus gros en fait, c'est Le Pen, Macron, Fillon, Hamon et Mélenchon. C'est ceux qui sont derrière les gros partis. C'est ça, voilà. Derrière les gros partis donc, qui ont été invités. Ce qui sous-entend qu'on va élire un parti plus qu'un candidat lui-même. Enfin, oui, si on s'en réfère au sondage, aujourd'hui, maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Moi, je suis incapable de vous dire qui sera président en mai. Non, mais tout à fait. Il faudrait quand même rester prudent vu ce qu'on a connu. D'autant plus que je vous donnerai le dernier sondage en date aujourd'hui et Fillon fait une belle gamelle. Hein. Mais ça, c'est normal, c'est logique. La parole de l'homme vaut l'homme. Quand l'homme n'a plus de parole, on sait ce qu'il vaut, tout simplement. Exact. En tout cas, vos appels, vos avis là-dessus, est-ce que vous trouvez d'ailleurs ce débat antidémocratique? Eh bien, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis 01 40 33 9000. Par contre, France 2 donc qui organisera le même débat au mois d'avril, inviteront tous les candidats présents donc dans cette élection. Puis il y aura un débat aussi sur BFM TV et sur CNews début avril. Là, on imagine aussi que tous les candidats seront invités. Mais évidemment que c'est pour une chaîne privée comme TF1, le but, c'est de faire de l'audience. Alors c'est sûr qu'on est assuré de faire plus d'audience quand on a Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Fillon et Macron, Hamon aussi, que si on invite aussi Asselineau, Dupont-Aignan et compagnie. Donc voilà, voilà. C'est pas dit qu'on fera plus d'audience, c'est pas dit, c'est ce qu'ils pensent eux par rapport à ils se fient un petit peu au sondage aujourd'hui, mais le sondage n'est pas vérité. Sondage n'est pas vérité, c'est un instrument, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que vont exprimer les électeurs dans le bulletin, dans l'urne, et n'oublions pas qu'il est secret. Donc je pense que c'est aussi une erreur de communication, et puis c'est antidémocratique quelque part, et puis c'est quelque part la dictature de l'audiovisuel quelque part. Hein? Ouais, Tarek Mami, bonjour.
Bonjour cher Christophe, bonjour Jean-Marc, bonjour à Bonjour toutes. mon cher Tarek, Bonjour quel à tous plaisir. ceux. On parlait de ce débat antidémocratique, c'est ainsi que le qualifiait Jean-Marc, qui aura lieu lundi. Premier débat avec les 5 plus gros candidats qui seront invités. Et on parlait que le Conseil d'État aussi avait donné tort à la demande de Dupont-Aignan. Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que c'est antidémocratique. Pour le moins, c'est, comment dire, c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel, si on veut prendre les gros mots. Et c'est pour le moins discourtois à l'égard des candidats qui aujourd'hui ont déjà 500 parrainages, puisque cette décision a été prise bien avant sa date. Tout à fait. Et c'est, comment dire, envoyer un message négatif aux citoyens français. Vous ne comptez pas dans cette... Tout à fait d'accord, je partage. Vous ne comptez pas dans cette élection. Nous avons choisi nos candidats avec lesquels je précise que si par extraordinaire l'un d'eux pourrait être élu président, on pourra faire des affaires parce que Bouygues sur TF1 vit des commandes de l'État. Donc ça envoie de mauvais messages. Je pense que TF1 en toute logique aurait dû attendre la publication des listes des parrainés. Aujourd'hui Poteau on a encore obtenu. Donc il y aurait eu probablement ces 5. Et on y rajouterait 2, peut-être 3, donc Philippe Poteau, Monsieur Asselineau, c'est tout. Et Madame, comment elle s'appelle pour Artaud. Madame Artaud. Et puis, à la limite. Deuxième chose, moi j'ai eu un débat au CSA quand le CSA a fixé les règles pendant les périodes électorales, et on a eu un grand débat, on était plusieurs journalistes, sur la question d'équité. Parce que le Conseil d'État aujourd'hui rejette, Christophe, sur des termes techniques, mais que les auditeurs doivent connaître. Je veux dire, je pense à notre petit jeune candidat à la présidentielle à 20 ans. C'est des choses qu'il faut vraiment connaître, puisque on ne parle plus d'égalité entre les citoyens, on parle d'équité. En gros, si vous êtes joueur de foot et que vous avez marqué dans votre vie 50 buts, il y en a un autre qui arrive qui en a que 20, et vous devez donner les récompenses, vous donnez pas au vu de la saison et du jeu et de la comparative, mais au fait que l'autre a 50, et donc une fois qu'il a 50, il a toujours 50. Et c'est ça qui n'est pas bon, parce que ça envoie un message d'inégalité citoyenne. Et moi, vous connaissez ma position, chers auditrices, chers auditeurs, le premier principe auquel je tiens, c'est la fraternité en humanité et l'égalité entre tous. Tout à fait. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un principe de statistiques. Les chiffres, rien que les chiffres, en dépit du choix des citoyens, et ça contribue justement à désintéresser les gens au vote, justement à ne pas s'exprimer. Et il faut surtout pas tomber dans ce piège. Il faut que les gens gardent le cap et votent pour les candidats qu'ils semblent être le plus proche de leur sensibilité, les candidats qui partagent on va dire le même principe de, voilà, ça c'est très important. On peut encore rajouter, en clair, nous sommes dans une démarche purement conservatrice. Ceux qui ont, ils continuent à avoir, et les futurs chefs de demain, comment fait-il pour émerger, cher Christophe? Ils n'émergent pas. Et donc, c'est une distribution capitalistique, j'allais dire, de forme de capital social, fric et tout ça. Conservateur, en définitive. Impérialiste. Ceux qui ont, on leur en donne, et ceux qui n'en ont pas, on leur permet pas d'en avoir. Bon, alors, passons au zapping, c'est parti. Dans le zapping, aujourd'hui, cette semaine a eu lieu, vous le savez, la mise en examen de François Fillon. Et au lendemain, donc mercredi matin, et au micro de Guillaume Durand sur Radio Classique, a réaffirmé son innocence. D'abord, Guillaume Durand, je voudrais dire que je suis innocent. Que ma femme a travaillé avec moi pendant des années, comme c'est le cas de centaines et de centaines de parlementaires dans le passé et en ce moment même. Et je suis convaincu que la justice, même si ça prendra du temps, établira cette innocence. L'objectif, c'était de m'empêcher d'être candidat, et si possible de faire en sorte, avec ce calendrier diabolique, ma mise en examen 2 jours avant la clôture des candidatures à l'élection présidentielle, l'objectif c'était de faire en sorte, si possible, que la droite et le centre n'aient pas de candidat. Comme ça, c'est plus simple. Ça sera un débat entre la gauche et Madame Le Pen. Eh bien, moi, j'ai décidé de résister. Je considère que ce calendrier exceptionnel, qui n'est pas celui d'un justiciable normal,
me délivre de l'engagement que j'avais pris de ne pas être candidat si j'étais mis en examen. Voilà, François Fillon sur Radio Classique qui réagissait donc à sa mise en examen. Donc tout est fait, dit-il, pour que tout a été fait en tout cas pour essayer qu'il n'y ait pas de candidat de la droite et du centre. C'est ce que dit François Fillon. C'est le cas d'une centaine des parlementaires, des centaines et des centaines de parlementaires selon lui qui emploient des proches, en l'occurrence des femmes ou enfants. Bon, voilà, François Fillon est sûr et certain de son innocence. Il déplace le débat. On ne parle pas du fait qu'il y ait sa femme ou qui que ce soit travail. On parle du fait de les avoir déclarés et d'avoir effectué un travail réel. C'est-à-dire qu'on ait une traçabilité sur le travail qui a été fait et tout travail mérite salaire. Donc, il y a eu un salaire, on demande où est passé ce travail qui a mérité salaire. Faut pas confondre les choses. Ensuite, la deuxième chose, il a dit que si je suis en examen, je ne serai pas candidat. Ça, c'est quand même la parole donnée. C'est surtout la parole donnée. On est président, on fait des débats, on fait des discours, on donne des paroles, on donne des principes. On appelle aux gens à une certaine rectitude, à une certaine légalité, à une certaine transparence. Et si soi-même on ne l'est pas, comment on peut faire confiance à cette personne? C'est quand même, je veux dire, lamentable. Et ce n'est pas un exemple donné aux citoyens. Et ce n'est pas un encouragement donné aux citoyens. C'est une défiance à la justice. C'est une défiance aux juges. Ça veut dire que tout citoyen qui sera mis en examen pourra se comporter comme il veut devant le juge, ne pas se présenter, ne pas répondre aux questions. Et ça, je trouve ça lamentable, dommageable et catastrophique. Darek ? Moi, je souhaite réécouter et couper à chaque fois, parce que si vous voulez, je ne veux pas faire d'analyse globale. L'analyse globale servirait, entre guillemets, monsieur Fillon. Mieux vaut prendre mot à mot, parce que là, on va essayer d'être plus clair, et sans vouloir ridiculiser personne. S'il vous plaît. Guillaume Durand, je voudrais dire que je suis innocent. Que ma femme a travaillé avec moi pendant des années, comme c'est le cas de centaines et de centaines de parlementaires dans le passé. Là, vous êtes en rediffusion ? En ce moment même. Moi, j'écoute pas. Hop. Votre tour. Et je suis convaincu que la Allons-y, justice... On recommence, s'il vous plaît. Guillaume Durand, je voudrais dire que je suis innocent. Stop. Alors, tous ceux qui passent devant un juge commencent par dire « Monsieur le juge, je suis innocent ». Alors, est-ce que dire à un juge ou à un policier « je suis innocent » est une preuve d'innocence? D'ailleurs, les avocats, et j'ai fait ce métier pendant quelques années, quand un client commence par leur dire je suis innocent », beaucoup d'avocats répondent « Monsieur, je vous demande pas si vous êtes innocent ou pas, je vous demande si vous avez fait tel acte ou pas. » Et monsieur se comporte donc à Radio Classique comme celui qui a 20 minutes à débiter. Dans d'autres radios, il aurait déjà coupé ici pour dire il ne revient pas à la personne qui est soupçonnée de dire je suis innocent, je suis coupable, sauf si on vous pose la question est-ce que vous plaidez coupable ou est-ce que vous plaidez innocent? Que ma femme a travaillé avec moi pendant des années, comme c'est le cas de centaines et de centaines de parlementaires. Là, stop, et j'en arrêterai là, parce que pour le global, notre ami Jean-Marc a fait l'analyse. Il y a des centaines et des centaines de gens qui se comportent mal. Il y a des centaines et des centaines de voyous. Il y a des centaines et des centaines de gens qui se sont dit innocents, qui ont fini par être condamnés. Et donc, moi, en fait, monsieur Christophe, je suis comme eux. Et à partir du moment où d'autres ont fait des choses, et moi je le fais, ça devient pas grave, et je rajoute qu'en droit, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, c'est-à-dire que quand beaucoup de gens font des bêtises et que vous en faites, vous dites pas, moi j'ai fait ça comme les autres, je coupe. J'arrêterai là, parce que sinon je vous rajouterai tout de suite l'information qu'aujourd'hui le nom de celui qui offre les costumes, vous en parlerons tout à l'heure, et on saura qui c'est ce monsieur. Il est un avocat. France-Afrique. Oui, c'est un monsieur de Jeune-Afrique qui a reconnu, ou que, dont on dit de lui, qu'il a rapporté des valises en argent, y compris à monsieur Chirac. Et donc, ce monsieur, connaissant l'histoire en homme politique de ce monsieur qui est monsieur France-Afrique, qui ramène des valises en espèces en France, se revendique, comment offert des costumes. Et puis encore, il y en a deux qui sont toujours cités. Le parquet se saisit de l'affaire des costumes, d'ailleurs. Oui, avec un truc supplémentaire par rapport aux déjà les mises en examen. Parce qu'en France, si vous voulez, vous avez en gros, je sais pas d'ailleurs si c'est une loi ou si c'est une notion, cher Jean-Marc, cher Christophe, de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale française, mais tout
cadeau supérieur à 150 € doit être déclaré Tout à fait. à sa valeur. Moi-même, je sais que C'est une obligation. j'ai été, ou je suis encore d'ailleurs, mais j'étais à un certain moment décideur dans un syndicat de radio, et on envoyait donc des cadeaux en début d'année, des boîtes de chocolat, des choses vraiment ridicules, et on a eu 2 réponses. La première donc de quelqu'un qui a dit: monsieur, je vous remercie pour votre cadeau, cher Christophe. Écoutez comment les gens se comportent. Je vous remercie pour votre cadeau que je mets de côté. Je voudrais savoir quelle en est la valeur. Est-ce qu'elle dépasse 150 € ou pas? Ah oui. Et, oui, on lui a répondu que ça coûtait 137 €, j'allais dire presque facture à l'appui. Il a dit: donc je vous en remercie, et je l'enregistre, et il restera dans mon bureau après mon départ, parce que je suppose que vous me l'avez pas offert à titre personnel, mais au titre de la fonction que j'occupe. Et le deuxième, il nous a rendu le même cadeau en disant: monsieur, la déontologie veille qu'on ne peut pas recevoir de cadeaux des gens avec lesquels on travaille. Ça pourrait un jour être, qualifié d'acte de corruption. Par contre, nous pouvons nous retrouver autour d'un repas dans lequel nous pourrions faire donc le cadeau repas et la discussion pour faire avancer les choses. Voilà des gens dans ce pays, comment ils se comportent à des niveaux, j'allais dire, encore plus bas. On a connu ça avec le Valéry Giscard d'Estaing, les fameux diamants de Bokassa et tout, non, etc. mais ce qui est malheureux, c'est venir justifier que quelqu'un qui a déjà un niveau de vie, on dira correct pour ne pas dire élevé, se permet des choses comme celle-là, alors que d'autres, si vous voulez, qui sont soit au chômage, soit au SMIC, ne peuvent pas profiter de ces choses-là. Donc, monsieur Fillon, comme monsieur André, comme monsieur Mohamed, comme monsieur Salah, on ne vous offre pas le cadeau pour ce que vous êtes, c'est-à-dire Ali, Salah, André ou Françoise. On vous offre parce que vous êtes dans une fonction et qu'on pense que d'une manière ou d'une autre, on pourra avoir le retour sur investissement. Alors, autre sujet dans le zapping, ça a été aussi un événement important au cours de cette semaine, c'est donc les législatives aux Pays-Bas. Et là encore, une fois n'est pas coutume, les sondages se sont quelque peu plantés, on peut le dire. Les sondeurs se sont fourvoyés une fois de plus aux Pays-Bas. Le coude à coude attendu entre Mark Rutte et Geert Wilders ne s'est pas produit. Quels ont été les enjeux de ces élections considérées comme un baromètre des scrutins à venir en France et en Allemagne sur fond de montée du populisme? L'analyste Mathis Rodin répond aux questions de notre envoyé spécial James Franey. Le grand vainqueur de ce scrutin est le conservateur libéral Mark Rutte, dit-il. Ce qui l'a énormément aidé, c'est qu'il a incorporé du nationalisme d'extrême droite de Geert Wilders dans son discours. Il y a aussi, bien sûr, le clash avec la Turquie qui l'a sans doute aidé parce que ça lui a permis de se poser en leader fort. Un autre gagnant serait le parti écologiste de gauche qui a quadruplé son nombre de sièges. Un parti qui envoie un message opposé à celui de Geert Wilders. Il est pro-Europe, il veut aider les réfugiés, il est pro-immigration, c'est exactement le contraire. Les grands perdants sont les sociodémocrates qui ont gouverné ces 4 dernières années. Il semblerait que les électeurs ne soient pas satisfaits du résultat. Le parti a enregistré le pire de ses scores aujourd'hui. Mark Rutte, le Premier ministre, a dit vouloir stopper l'effet domino populiste. Y est-il arrivé? Interroge notre journaliste. Il a dit qu'il voulait stopper l'effet domino qui consisterait en un printemps patriotique en Europe après 2016, année du Brexit et de la victoire de Donald Trump. Reste à savoir si 2017 sera l'année du patriotisme en Europe continentale. Aux Pays-Bas, première législative de l'Union, Geert Wilders n'a pas obtenu la victoire qu'on lui prédisait il y a quelques semaines. Mais il a influencé de nombreux autres partis qui sont devenus plus nationalistes. Au final, il y a plus de nationalisme dans la société néerlandaise, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Est-ce que vous partagez l'avis de ce spécialiste? Bonne nouvelle ou pas pour Marine Le Pen? Non, mais je commencerai, avant de répondre d'abord une chose, tout au long. Elle commence par une chose en disant que les sondages se sont plantés. Mais les sondages, c'est un indicateur. Ce n'est pas vérité. Je rappelle que pourtant, le vous vote, êtes de ceux, Jean-Marc, comme beaucoup, à regarder les sondages, à les scruter. Pas du tout. Le vote, c'est un élément, ça indique, mais c'est pas vérité. Le vote, il est à bulletin secret.
On peut pas, comme ça, quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il va voter un tel, mais quand il sera dans l'urne, ce sera pas la Alors même pourquoi, chose. si je te dis Mélenchon sera président, tu me dis c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il n'est pas crédible dans ses discours, dans son programme, tout simplement. Là, c'est ce que tu me C'est réponds, pas mais tu réalisable. pourrais me répondre parce qu'il est Non, pas mais favori dans les c'est pas sondages. pas du tout, parce que tout simplement, quand on regarde le programme, quand on dit qu'on va être président, au bout de 6 mois, on lâche tout, Et Le on Pen, met elle est tout en crédible? place et on s'en va. Le Pen, elle est crédible? Madame Le Pen, non, pas du tout. Elle Et n'est pas pourtant, elle est en crédible haut. parce qu'elle joue un jeu. Mais justement, elle est certainement en haut. C'est pas parce que c'est les sondages qui la mettent en haut. Elle est en haut parce que toute l'année, personne ne va combattre sur le terrain le Front National. On se contente de constituer un front républicain pour pouvoir les combattre à chaque fois. Tout simplement, concrètement, les gens en ont marre, les gens ont besoin de proximité, les gens ont besoin d'entendre autre chose. Aujourd'hui, on est dans une crise économique. Dans une crise économique, les gens s'en prennent toujours aux étrangers, aux immigrés, comme ça se fait. On va préciser qu'aux partout Pays-Bas, il n'y a ailleurs pas dans de le crise monde. économique. Hein. Partout, ils sont certainement pas en crise économique, Ah, mais pas du tout, même. il y a d'autres problèmes chez eux qui, on va dire que l'extrême droite, c'est une, je veux pas dire une culture, mais c'est un peu traditionnel chez eux. C'est pas nouveau. Certes, Aujourd'hui, mais on on en rappelle parle. quand même l'économie va très bien, le chômage il y en a quasiment Non. pas, le PIB il est au top. Voilà. Ils ont pas été contre le régime nazi à l'époque. Je sais pas si tu es au courant. Donc, Non, mais à l'époque, ils étaient là, je pas te parle contre d'aujourd'hui. opposants. Ils étaient plutôt collaborateurs. Donc, voilà, soyons pas étonnés des choses. Je veux dire, ne regardons pas les choses aujourd'hui. Essayons de revoir un petit peu l'histoire. Essayons de voir le passé pour comprendre aujourd'hui. Comprendre ce qui se passe aujourd'hui ne peut se faire et faisant référence aussi au passé. Tout simplement. Tarek, sur le Pays-Bas, parce que finalement, Alors sur le sondage d'abord, en fait, les médias sont arrivés à incruster dans la tête des gens, là ils essayent de reculer depuis à peu près un an, que le sondage c'est le résultat. Aujourd'hui, ils prennent beaucoup de précautions et on revient aux fondamentaux qui veut qu'un sondage ait l'impression du moment au moment où il sort. C'est-à-dire que si nous sommes le 17, que l'élection est le 23, les élections du 17, je veux dire l'état d'âme du 17 n'est pas celui de 23. Il se trouve que certains sondages qui ont donné, par exemple, Sarko gagnant 2 mois à l'avance, ont fait du commercial quand Sarko a gagné contre Ségolène pour prouver que leur institut de sondage est plus fiable ou plus sérieux pour ramasser le marché commercial. Parce que les sondages politiques est une minorité de l'activité de ces instituts de sondage. Donc, s'ils veulent avoir tous les grands du CAC 40 dans les sondages, ben ils font ce cinéma. Aujourd'hui, force est de voir qu'un sondage n'est pas le résultat. D'autant plus qu'il y a des gens qui répondent exprès à l'envers. Et il va voter Marine, il dit... donc ils sont Mélenchon. bidons les sondages, ils sont bidons. Ils sont pas bidons. C'est un indicateur. Non, attendez, je vais parmi vous donner tant la d'autres. définition exacte. C'est un indicateur Non. parmi tant d'autres. Excusez-moi. Le sondage est une photographie du sentiment du moment où il sort. Photographie. Mais il n'est pas représentatif puisqu'il et- s'est adressé à un panel de 1000 et Oui, quelques non, mais personnes. c'est photographie du moment. C'est-à-dire que vous prenez 4 photos de suite Ouais. à 20 minutes d'intervalle. Au coucher du soleil. Là, vous avez 4 photos différentes. Pour faire simple. Je vais dire autre chose. La preuve en est. Prenons le cas des Américains. Aujourd'hui, pourquoi il est passé Donald Trump aujourd'hui? N'oubliez pas qu'il a été présent partout. Partout où Hillary se croyait déjà gagnante, ne s'est pas présentée, ne s'est pas déplacée. Et c'est ce que fait le Front National. Ils vont dans les campagnes, ils vont ils ont attaqué le rural, ils font des choses que les autres partis, par arrogance, ne veulent plus faire, se donner la peine de faire. N'oublions pas cela. C'est pour ça aujourd'hui qu'elle est là où elle est, c'est pas à cause des sondages. Bon, un autre favori dans les sondages, on va en parler pour finir ce zapping. Emmanuel Macron était à Berlin hier. Et aujourd'hui, il va être à Reims. Oui. Eh ben, très bien. En tout Et on cas, aura un écho de il ce qui s'est était à passé. Berlin hier. Il a rencontré la chancelière, qui est partie d'ailleurs rencontrer Donald Trump aujourd'hui. Ceci étant, donc, il était ravi d'y être hier à Berlin, l'ami Macron. Écoutez. Ah oui, j'aime bien venir à Berlin, avec beaucoup de plaisir. Un statut à part, elle arrive à un moment qui est un moment important de cette campagne. Il appartient à la chancelière de parler de son cœur et de ses propres orientations. Je pense que la chancelière a souhaité, dans le contexte actuel en France, avoir cet échange. Nous avons parlé évidemment de la montée des extrêmes, de la FDIC et du Front National en France, en partageant, je crois, une même conscience historique et politique que l'Europe fait partie de la solution, mais que le discours de vérité et de responsabilité est indispensable. Macron à Berlin. Macron, il est parti rencontrer la chancelière, évidemment, pour préparer le terrain.
vous savez, Monsieur Potou, aujourd'hui, a obtenu ses 500 voix. Il peut appeler demain Madame, si toutefois ça lui dit, hein, Madame Merkel, pour lui dire je vous rencontre. Elle dit non. Donc, ces hommes politiques essayent de rencontrer les hommes politiques en place pour envoyer un message aux électeurs. Moi, sans avoir besoin d'être élu président, je rencontre déjà tous ceux qui font la politique en Europe et la politique du monde. Et donc, vous pouvez voter pour moi parce que j'ai déjà une avance par rapport aux autres. Donc, c'est de la communication politique. Tant mieux pour lui. D'autres l'ont fait. On rappellera juste au passage que Madame Le Pen a été aux États-Unis, donc après l'élection de Monsieur Trump, pour montrer qu'elle partage des valeurs et qu'elle va être reçue. Résultat de course, elle était dans le couloir de l'hôtel, mais à aucun moment elle n'a été reçue et elle a oublié cet épisode. Donc voilà, message politique. Moi, je m'appelle Macron. J'ai été ministre, mais je suis pas président. Je suis pas aujourd'hui ministre et je suis quand même reçu par la patronne de l'Europe. Alors vous savez que sur RTL, sur la page Facebook, ils ont posté un petit truc, apparemment une petite indiscrétion de François Hollande qui apparemment a dit en off qu'il connaissait son successeur. Pour indice, il a été ministre dans son gouvernement. Eh ben, il y en a deux. Oui, mais Hamon a été Hamon. ministre. Et l'autre, alors tu as fait le tirage au sort et puis on en parlera. donc voilà. Mais bon, une petite préférence pour celui qui a été ministre de l'économie. Bah, peut-être. Ça c'est Non, ton mais interprétation. Mais Alain. bien entendu. C'est encore ton Mais c'est interprétation. d'une logique T'es implacable, en train de monsieur. nous faire du BFM encore. Voilà. Hein, C'est d'une décidément, logique tous les vendredis, implacable. tu nous fais du BFM. À C'est chaque d'une fois que tu es en logique. présence de Monsieur Tarek Mami et moi, c'est la même chose. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu es taquin, Christophe. C'est Dans pas un possible. instant, on va parler d'une autre crise. Israël, la Syrie. On y revient dans un instant sur France Maghreb 2. La vie tranchée de Jean-Marc Zébulus aussi à découvrir dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Jean-Marc Zébulus et Tarek Mami qui sont là ici présents. Alors, c'est la deuxième semaine de suite qu'il y a un monsieur et l'autre juste le prénom. Oui, c'est ça, oui. Ouais, non, Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un commentaire, non, peut-être, tu vois? bien sûr qu'il y a un commentaire. C'est quoi? Je vous ai toujours dit, cher Christophe, c'est tous des messieurs ou tous des prénoms et des noms. Oui. Jamais. Mais pourquoi je vous entends pas dans mon casque là? Vous parlez pas près du micro? Qu'est-ce Non, mais qui se parce que passe je suis pas Ah, content. voilà. Parce que je suis pas Pourquoi vous êtes pas content? Bah parce que c'est tout le monde monsieur ou personne monsieur. Ah, Ça parce fait que deux j'ai- semaines. ah, parce que j'ai- Ça fait la deuxième semaine. J'ai dit quoi? J'ai dit monsieur Jean-Marc Zébulus et Tarek Mami, c'est ça? Tout à fait. D'accord, donc messieurs Tarek Mami Voilà. et Jean-Marc Zébulus. Voilà, même Voilà. traitement. Ah là, les papis font de la résistance. Non, hein, mais c'est comment pas on les dit. papis d'abord parce que sans papis il y aurait pas les papas et Ouais. sans les papas il y aura Il y pas a les enfants. Voilà, Ah bon, c'est on ça. va y revenir là. On va être obligé de redonner des cours de droit civique. Mais c'est les enfants, Tous les pas vendredis. les petits-enfants. Ouais. Très bien. Bon, faites-vous plaisir, messieurs. 01 40 33 9000, bien sûr. N'hésitez pas. Tiens, un petit message de Warda par mail. Je ne savais pas pour qui voter, mais cet acharnement des médias à l'encontre de François Fillon tel que je lui donnerai mon suffrage. Bravo. J'admire son courage. Bravo. Une condition sine qua non pour diriger un pays, nous dit Warda. Il a de toute manière la carrure d'un chef d'État. Il profite du système que l'ensemble des politiques a voté et adopté. N'ayons pas la mémoire courte et n'oublions pas quand même tout de même ce que nous ont coûté les courtisanes de Hollande quand on sait que le loyer de l'ex-Pompadour est assuré par Hollande jusqu'à mai 2017. L'accord conclu à la lanterne, on se dit que Fillon est loin du compte. Voilà. C'est Warda. Si je puis C'est son dire- avis. Oui, je respecte, mais si je puis rajouter une petite chose, c'est de dire que les autres, on ne savait pas en avant ce qu'ils faisaient, avant de les élire. Aujourd'hui, lui, on sait ce qu'il est avant de voter pour lui. C'est toute la nuance, elle est là. Là, on est dans prévenir, mieux vaut que guérir. Et autre Tout à chose, est-ce qu'on peut dire, si la loi le permet, bravo à, comment il s'appelle, le plus grand bandit de France, là, assassiné ou tué à la porte de Clignancourt. Mesrine. Mesrine. Mais c'est dommage qu'il a été tué avant. On ne peut pas se prévaloir des gens qui fautent, F-A-U-T-E-N-T. Ceux qui ont fauté doivent sortir parce qu'on ne peut pas promettre, on ne peut pas résister à la bêtise humaine et au vol de l'argent public, parce que sinon, vous, cher Warda, demain, pourquoi vous ne présenterez pas? Vous gagnerez les élections, et vous, comme vous êtes une dame, vous aurez le choix de vous faire offrir gratuitement, soit des costumes femmes, soit des robes femmes, et vous retrouverez dans la place de Fillon, et vous verrez ce que les autres penseront de vous. Bon, est-ce que vous allez aller marcher, messieurs, ce week-end? Parce qu'il y a deux marches importantes. La première demain pour la 6ème République. Mais
Pourquoi je vais marcher pour la 6ème République? Bah je sais pas, moi je vous la pose la question. Dans quel but, quel est le but d'une 6ème République? On a une 5ème République, il suffit d'apporter des améliorations. Qu'est-ce qu'une 6ème République va changer? C'est pas la panacée, je vois pas pourquoi je vais aller marcher pour une 6ème République. Étudier déjà la 5ème, et ensuite aller marcher pour la 6ème. Bon, Tarek Brahimi, est-ce que vous allez aller marcher dimanche pour la marche pour la dignité et contre le racisme? Au départ de Nation, 14h30, jusqu'à la République, avec ensuite un concert gérant, il y aura Kerry James notamment et plein d'artistes. Je ne serai pas à Paris, malheureusement. Moi, en général, je regarde l'objet des manifs et si la manif ou la marche correspond à ce que je pense au moment où c'est comme les sondages, hein. J'y vais. Si sur le moment ça correspond pas à ce que je pense, ben j'y vais pas. Pour la dignité contre le racisme. Non, mais on en a fait d'autres. Je sais pas comment elle va te rappeler celle-là. Ça va être la marche des Noirs, puisque celle de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme de 83 a été transformée en marche des Beurs. Peut-être que celle-là, elle va être transformée en marche des Noirs ou en marche des Blacks. Ou comment ils ont inventé un mot qui mélange deux mots chez les Noirs, qui est encore plus raciste que raciste. Je l'ai vu l'autre jour, ça m'a fait sursauter. Mais ça m'a dépassé. Oui, un truc comme ça. Bocac. Oui, un macaque, moitié macaque, voilà, moitié je sais pas quoi. Bocac, ouais. Mais c'est quoi la première partie du mot? C'est beurre et ensuite la fin de macaque. Non, mais ça c'est autre chose qui ne concerne que les Noirs. De ces deux non, mais mots... c'est pas une marche qui concerne les Noirs dimanche, hein. Non, mais... c'est pas les Noirs qui organisent cette marche, hein. Et celle de 1983, c'est les Arabes qui l'ont faite? Mais pourquoi les Noirs? Pourquoi les Noirs? Il y a des Arabes qui sont noirs. On fait comment? Non, mais en 83, c'était pareil. Non, on fait comment on fait comment? Effectivement. En 83, c'était pareil, hein. Non, mais la dignité, pour la dignité, contre le racisme, ça nous parle quand même. Bien sûr, mais c'est bien qu'il y ait ce type d'initiative. Le tout, c'est qu'il n'y a pas de violence autour de ça. Ils ont oublié de mettre contre le racisme et l'antisémitisme. Ah bah oui, l'antisémitisme aussi, bien sûr. Non, mais c'est pas marqué dans la marche, là. Non, c'est pas marqué dans la marche. Donc j'irai pas parce qu'il n'y a pas l'antisémitisme. D'accord, bah écoutez, voilà. Tarek Brahimi n'est pas content parce qu'il n'y a pas le mot antisémitisme dedans. Alors que le racisme, voilà, ça devrait englober tout. Ah, ça devrait. On devrait arrêter de parler d'islamophobie, d'antisémitisme, je ne sais quoi. Il y a des lois, il y a plusieurs lois, donc si le jour on fêtera une seule loi pour tous les racismes, ben j'irai à cette marche. Très bien. Bon, alors on va changer de sujet pour parler de cette escalade de la tension entre Israël et la Syrie. Depuis la nuit dernière, avec attaque, riposte, interception, on vient d'assister entre les deux pays au plus sérieux accrochage depuis 2011. Des tirs, des communiqués contradictoires. L'armée syrienne affirmait ainsi avoir abattu un avion israélien, ce qui a été rapidement démenti. Tarek Brahimi, est-ce qu'on peut faire le point là-dessus, sur cette affaire? 3 missiles ont été interceptés, c'est ce que dit en tout cas Israël, des missiles qui provenaient du territoire syrien. Alors en fait, depuis la guerre civile, parce qu'on va l'appeler comme ça aujourd'hui, pas autrement, la guerre civile syrienne, Israël a attaqué à plusieurs reprises, sans aucun droit, le territoire syrien, et un pacte aurait été passé en 2015 avec la Russie pour qu'Israël n'intervienne plus dans l'espace aérien syrien. Et là, d'après différentes sources très contradictoires, hein, personne n'est sûr de ce qui s'est passé. Il y a eu à la fois attaque israélienne et riposte syrienne. Et si cette information est vraie, si ces deux informations sont vraies, ça serait la première fois que depuis le début de la guerre civile, voire depuis 1973 et la dernière guerre officielle entre la Syrie et Israël, que la Syrie riposte par des missiles, qu'ils soient interceptés ou pas, j'allais dire aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, parce que le message qui est envoyé par les Syriens aujourd'hui, quand tu agresses, tu seras agressé, quand tu bombardes, tu seras bombardé, et c'est une bonne chose parce que des fois, quand il fait chaud entre deux pays, l'équilibre de la terreur permet à chacun de rester chez soi. Et je vous rappelle que cet équilibre de la terreur a été installé par le Hezbollah depuis 1986 avec Israël, et que depuis Israël ne va pas bombarder quand elle veut le territoire libanais, parce qu'elle sait qu'en face, il y a une force militaire qui réagit. Mais Israël fait ça parce que il y a le Hezbollah, c'est son ennemi juré. Et... Ouais, mais le Hezbollah, Al-Qala, il a attaqué au Liban. Et là, elle aura la réponse à ses actions et on verra si c'est son ennemi ou pas. Bachar al-Assad a accusé Israël aussi de soutenir les terroristes. On sait qui a lancé ces missiles? Sait-on précisément? On est dans une guerre civile. On ne sait pas qui a lancé les missiles du territoire. Tout est permis actuellement sur le territoire syrien. Donc comment vouloir tout de suite accuser et dire, si on n'a pas la preuve formelle, que ça vient du gouvernement syrien, de l'État syrien en espèce?
Non, ils ont dit que ça venait du turque. territoire syrien. Bon, ben c'est tout. On ne sait pas de qui. Ouais. Alors voilà, donc voilà, on ne sait pas de qui, donc il faut garder toute réserve. Et puis, puisqu'on est en Syrie, on y reste. Un communiqué en demi-teinte du commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Les militaires américains reconnaissent avoir atteint une cible dans le nord de la Syrie jeudi soir dans la province d'Alep, mais ils nient avoir délibérément visé une mosquée où 42 personnes auraient été tuées. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les Américains disent avoir pris pour cible un bâtiment où étaient rassemblés des membres d'Al-Qaïda, localisé donc à côté de cette mosquée. En clair, on n'a pas fait exprès, on s'est trompé, quoi. Oui, mais c'est comme les enfants, on dit qu'il y avait des terroristes parmi eux, et puis on les massacre ouvertement. C'est très facile de lancer une bombe. Les bombes, elles sont aveugles. Et c'est aussi une preuve que les États-Unis ne veulent pas de paix en Syrie. Parce que aujourd'hui, la Syrie, je veux dire, le régime syrien contrôle à peu près 75% des territoires, en tout cas la quasi-totalité des territoires utiles. Donc aujourd'hui, si les Américains veulent bombarder officiellement, ils vont bombarder les terroristes. Ils ont refusé depuis le début de la guerre de qualifier qui est terroriste, qui n'est pas terroriste, et aujourd'hui à les bombarder. La bataille, elle se passe du côté de Mossoul. Si les Américains veulent attaquer les terroristes et aider l'armée irakienne, c'est du côté de Mossoul et de Raqqa qu'il faut donc bombarder et pas, je sais pas où. Bon, en tout cas, la Syrie, l'Irak, toute cette partie du monde a complètement disparu de nos JT, de nos chaînes d'infos continues. Ce qui a disparu, c'est surtout la question palestinienne. Oui, puisque moi qui lis tous les jours les infos sur la Palestine, et qu'il y a aujourd'hui un rapport officiel qui a été rendu par une des commissions de l'ONU qui caractérise Israël par état d'apartheid. Les États-Unis et Israël viennent d'intervenir auprès du nouveau secrétaire général de l'ONU, tout frais, ça fait un mois qu'il est là, pour qu'il dénonce ce rapport et pour qu'il dise l'ONU n'est pas concernée. Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, alors que ce rapport, écrit par deux universitaires américains, les Américains dans leur majorité sont pas plutôt pro-palestiniens ou anti-israéliens, qui explique que la stratégie juridique et politique d'Israël aujourd'hui est de mettre en place un système d'apartheid contre principalement les Palestiniens sous occupation et même contre une partie des citoyens israéliens parce qu'ils sont arabes aux musulmans et chrétiens. Avant de retrouver ton avis tranché, Jean-Marc, on va accueillir Samir qui est avec nous au standard. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Samir. Bonsoir. En fait, je voulais juste intervenir par rapport aux propos de Tarek Mami sur le fait que c'est vrai que la Syrie, dans les médias, moi je regarde le journal depuis Jadaf très, très régulièrement. Bon courage. On entend, oui, bon courage, ouais, c'est vrai qu'il en faut du courage, mais on le regarde avec du recul et justement pour savoir en fait comment l'information est traitée. C'est vrai qu'après la déstabilisation de la Libye, on n'a plus entendu parler en fait de ce qui se passe là-bas, et parce que c'est pas l'avantage de la France et c'est pas l'avantage de notre pays et de l'Europe et de l'OTAN. Là, en Syrie, étant donné que la Russie, tout ça, je veux dire, l'armée de Bachar al-Assad a à un moment donné repris le dessus, finalement. C'est pas l'avantage une fois de plus de l'OTAN, mais l'objet de mon appel, et je m'adresse à monsieur Tarek Mami, je veux bien comprendre et je veux bien entendre qu'à un moment donné, on est à la radio, que il a peut-être emprunté volontairement un raccourci en qualifiant en fait l'invasion de la Syrie par l'expression de guerre civile, mais entendez-moi monsieur Tarek Mami, moi, que ce soit à mes enfants, à mon entourage, que ce soit dans le métro, si j'entends parler des gens, ou dans une discussion, je veux dire au bistrot ou ailleurs, jamais je ne parlerai de guerre civile. Pour moi, c'est des mercenaires. C'est à peu près 400 000 mercenaires de 90 nationalités différentes qui ont été envoyés par les pays de l'OTAN, Israël et l'Arabie Saoudite pour aller défaire la Syrie et essayer de faire d'essayer de faire en quelques semaines ce qu'on a fait en Libye. Donc pour moi, on a été coupé, mais on a bien compris en tout cas. Non, mais je le remercie. Samir. J'allais dire, si je voulais faire une tirade de 15 minutes sur le fond, je le rejoins. Mais en même temps, faut être réaliste, surtout quand on essaye de réfléchir ensemble, d'écrire et de partager. Il y a quand même une partie de la population syrienne qui a pris les armes contre le régime syrien. Ça, on peut pas le nier. Alors après, je veux pas rentrer dans le pourcentage. Est-ce qu'il y a plutôt 80% qui sont restés du côté du régime et 20, ou est-ce que c'est 50-50? Ça, c'est autre chose. Mais il y a les deux.
il y a une partie de la population qui a pris les armes contre son régime, y compris par la création de ce qu'on appelait l'armée syrienne libre, qui a été financée par l'OTAN, mais ce sont des citoyens syriens. Donc ça, on ne peut pas le nier. Vous avez tous ces Syriens qui ne vivent pas à l'intérieur et qui vivent à l'extérieur, notamment des professeurs et des journalistes à Paris qui prétendent parler au nom de la population syrienne. Donc quand je dis une guerre civile, parce que dans la guerre civile, il y a aussi une partie de Syriens qui a pris les armes contre une autre partie de Syriens. Et c'est comme si je disais qu'en Algérie, pendant la décennie noire, il y avait aussi une guerre civile, parce que c'est une partie de la population, bien que minoritaire, a pris les armes contre les autres, mais ils ont été aidés par l'extérieur et par les ennemis de l'Algérie. C'est la même situation. Donc je ne veux pas polémiquer pour dire que vous avez raison ou tort. Vous avez raison si vous le souhaitez, mais en partie c'est une guerre civile et en partie c'est une guerre d'invasion étrangère, parce que le régime syrien ne plaît plus à l'OTAN, à l'Arabie Saoudite, à Israël et à quelques autres. Et si je puis dire, Il y a quelques poignées de Syriens. si je puis dire, le fait qu'il y ait des gens qui viennent s'immiscer dans cette guerre, à un moment donné, la population est prise en otage et obligée de faire des choix. Et voilà. Et c'est ce qui se transforme en guerre civile. Parce qu'ils sont obligés de prendre parti. Oui, c'est dans ce sens-là. Au risque de leur vie. Ils sont obligés d'être partisans d'un mouvement ou d'un autre. Tout simplement. Allez, on va passer maintenant à ton avis tranché, mon cher ami Jean-Marc. Tu vas nous parler, c'est d'actualité d'ailleurs, du parrainage. Jingle. Alors. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je précise que, eh bien, je fais un petit comptage pour voir si mes chroniqueurs respectent bien le temps qui leur est imparti. Aujourd'hui, Jean-Marc, c'est pas pour vous mettre la pression, mais voilà. J'ai double ration Voilà. puisque Monsieur Tarek Mami. Non, ça compte pas, ça compte pas. Bon, J'offre mon temps d'antenne comme disaient d'autres. Encore du BFM, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Jean-Marc, allez-y. Alors, je vais parler du système de parrainage rapidement. C'est un système de filtrage qui a été décidé dès le début de la Ve République, lorsque le général de Gaulle décide d'instaurer l'élection présidentielle au suffrage universel en 1962, la question d'une présélection de candidats est évoquée. Donc l'objectif était d'écarter toute candidature qui serait fantaisiste et d'éviter de se retrouver dans une centaine de candidatures. Une règle simple a donc été instaurée. Pour pouvoir se présenter, un candidat devrait obtenir 100 signatures. À l'époque, entre 65 et 74, le nombre de candidats n'a cessé d'augmenter. Ensuite, nous avons eu... on est passé ensuite en 76 à 500 signatures. Face au risque d'augmentation constante des candidats, une réforme de parrainage a été entreprise en 73. Désormais, pour pouvoir se présenter, un candidat devrait réunir non plus 100, mais 500 signatures d'élus provenant d'au moins 30 départements différents. 50 signatures maximum par département, ce qui fut fatal à monsieur Jean-Marie Le Pen lors de candidat d'extrême droite il a été candidat d'extrême droite en 81. Ensuite, qui peut signer? Ce sont des élus qui peuvent apporter leur soutien à une candidature, c'est-à-dire les maires. Il y a 36 000 communes en France, mais aussi les députés, les sénateurs, les parlementaires européens, les conseillers régionaux et généraux, ainsi que des membres de l'Assemblée corse et d'Assemblée d'outre-mer. Au total, il y a potentiellement plus de 47 000 élus qui peuvent signer. D'un point de vue statistique, avec le nombre d'élus et la règle géographique de parrainage, il ne peut y avoir théoriquement que 80 candidats. Mais ce chiffre est purement théorique puisque la plupart de ces élus refusent d'apporter leur soutien à un quelconque candidat. Donc aussi, les élus disposent de 3 semaines pour collecter les 500 parrainages. En réalité, certains candidats entament la collecte presque 1 an avant l'élection pour recueillir. Mais ce qui est important, qu'il faut savoir aujourd'hui, le problème c'est que on est entré dans une nouvelle réforme de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui apporte son parrainage, ce sera su par tout le monde. Et les partis, souvent, prennent en otage les gens qui apporteraient leur parrainage à un candidat qui leur plaît pas ou qui va pas dans le sens ou qu'ils veulent pas supporter. Et ça, c'est un réel problème. Je pense que là, qu'il faudrait revoir ce système de parrainage, qu'on fasse des filtres, qu'on n'ait pas de candidature fantaisiste, certes, mais à un moment donné, il faut que les gens qui représentent un certain nombre d'électeurs qui ont des vraies idées qui peuvent faire avancer le pays puissent prétendre à ces hautes fonctions ou porter leur parole de manière à ouvrir les débats, de manière à
amener leur pierre à l'édifice, tout simplement. Ah, je crois que vous avez été bon là aujourd'hui, mon cher ami Jean-Marc. Hein. Le mauvais élève de la semaine, je le rappelle, c'est Hakim Ryan, hein, qui m'a fait plus de 5 minutes quand même. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, mais en attendant de voir le minutage, Tarek, sur le système de parrainage. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué, en même temps simple. D'ailleurs, Manuel Valls a refusé de donner son parrainage à Benoît Hamon. En fait, plusieurs questions peuvent tomber à la suite de la chronique ou de l'avis de Jean-Marc. La première, et c'est toujours, j'allais dire presque l'anarchiste qui va poser la question, pourquoi 500 et pas 550 ? Pourquoi passer de 100 à 500 et pas de 100 à 250 ? En fait, ceux qui décident regardent leur poids à eux et décident en conséquence. Ça, c'est la première. Et la deuxième, on pourrait poser la question, en fait, est-ce qu'on ne peut pas faire un autre système qui fait que personne ne se déclare candidat pendant une période, je sais pas moi, par exemple, 6 mois avant le truc, mais que pendant 3 mois, ce sont les citoyens et pas les élus qui envoient, comme dans les pétitions aujourd'hui, puisque c'est moderne, la personne qu'ils souhaiteraient voir. Et les gens peuvent, par exemple, quand c'est les citoyens qui envoient, n'indiquer ni Hamon, ni Valls, ni Fillon, mais je sais pas, effectivement, l'écrivain du Jardin qui n'a pas eu ses parrainages, ou leur maire, et que après, le Conseil constitutionnel, il dit, on va trier par une autre mauvaise méthode, et on a reçu 10 000, mais sur les 10 000, on va en présenter, je sais pas, 50. Ceux-là peuvent se présenter parce que les gens ont envie de voir. En clair, pourquoi ne pas prendre la fameuse liste des Français les mieux aimés par les citoyens français, à laquelle, à certains moments, il y avait l'abbé Pierre qui était en numéro 1 avant qu'il soit déglingué par la presse, et dans laquelle il y a eu également Zidane, et pourquoi pas que les Français ne disent pas les 50 personnes qu'on aime le plus, c'est ceux-là qui devraient un jour nous représenter. Oui, parce donc que c'est politiquement correct et incorrect que de faire ce genre de liste et ce genre de parrainage, mais ça, c'est presque une vision anarchiste de la société. Tout à fait, parce que on se dit qu'on peut avoir potentiellement 80 candidats et on n'a même pas 10 qui peuvent avoir ces signatures. Par rapport à 36 000 communes, vous voyez le nombre considérable entre le nombre de maires, de députés, de sénateurs et tout, etc. Donc c'est vrai, ce que dit M. Tarek Mami est très important. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas justement un mouvement antidémocratique qui empêche que la parole soit portée, qui est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans un certain conformisme et qu'on reste toujours dans une opacité et que le pouvoir reste toujours entre les mains des mêmes et qui en font ce qu'ils veulent parce qu'ils considèrent qu'ils ont un blanc-seing des citoyens. Et si je réfléchis à l'envers, je dirais comme ça, j'ai même pas besoin de prendre la proposition de monsieur Mélenchon qui dit je fais le référendum révocatoire et quand on n'est pas content on déglingue, autant déglinguer à la base que déglinguer une fois que le mauvais sort est C'est de la jeté. démocratie, monsieur. Hein? C'est de la démocratie, ça. On parle de démocratie directe. Bah, on va commencer parle la de démocratie directe. Moi, je parle de démocratie directe. Ce sont les citoyens qui doivent choisir quelles sont les 50 personnes qu'ils souhaitent. Vous avez un sondage, Christophe, qui dit quelles sont les personnes que vous souhaitez voir jouer un rôle plus important dans l'avenir. Bah, ouais. C'est ceux-là que les gens, ils choisissent ceux-là. S'il y a Madame Le Pen là-dedans, c'est tant mieux pour elle. S'il n'y a pas Madame Le Pen, elle ne sera pas sur la liste. Mais ça, je suis tout à fait d'accord, parce que vous voyez quelqu'un comme Artaud, c'est très bien qu'elle sera pas présidente. Hein, mais ça lui fera plaisir. Oui, mais de toute façon, c'est évident. Oui. Mais toute l'année, elle est pas présente. On lui donne pas la possibilité de s'exprimer pendant tout le quinquennat. On n'entend pas. On a ces gens, on les entend seulement au moment où arrivent les élections présidentielles. On connaît pas quel est leur travail. On connaît pas ce qu'ils font concrètement sur le terrain. Donc c'est un petit peu normal aussi que les gens ne la connaissent pas. Comment voulez-vous, si on vous connaît pas, que vous soyez élu? Et on devrait rajouter et tirer la conséquence de l'arrêt à l'égard de M. Dupont-Aignan, c'est dire tous les candidats qui se présentent, qu'ils obtiennent leurs 500 signatures ou pas, ouais. Après l'élection présidentielle, ils ont droit automatiquement à un temps d'antenne. Comme ça leur fait
pendant les 5 années qui viennent, une visibilité pour que les gens ne le redécouvrent pas, parce que sur les 50 qui ont fait acte de candidature, il y a que 10 qui restent, et les autres disparaissent, et dans 5 ans, il y aura les mêmes 10 qui resteront, et les 50 autres qui disparaissent, parce qu'il y en a de nouveaux qui vont se présenter. Alors si on veut créer la démocratie à long terme, autant donner les moyens à tous. Bon élève, mais je sais que dans l'absolu, c'est pas comme ça que la majorité des gens pensent, ni la majorité des auditeurs, donc je ne m'excuse à l'avance si d'autres disent aujourd'hui M. Mamil divague. Non, c'est quand on veut ouvrir les portes de la réflexion, elles sont toutes bonnes, et pas que celles que les hommes politiques nous présentent. Monsieur Zébélus, je vous signale que vous êtes le meilleur élève de la semaine avec 2 minutes 51 secondes. Bravo. Donc il y a un cadeau quand même, il y a quelque chose. Ça, faut voir ça avec l'intéressé. Merci beaucoup. Dans un instant, bien dans un instant, on va continuer de feuilleter l'actualité. Le j'aime ou j'aime pas, le coup de cœur de M. Zébélus. Monsieur Mamil, vous avez un coup de cœur ou pas? Toujours. Ah, très bien. On a hâte de découvrir cela. Et puis les amis auditeurs, évidemment, qui pourront nous appeler en dernière partie. Libertad pendant 10 minutes, voilà, pour nous dire ce que vous voulez. Faut que ça soit intéressant, sinon c'est pas la peine de décrocher. À tout de suite. LGF, le grand forum avec messieurs Tarek Bami et Jean-Marc Zébélus. Ça va comme ça? Et avec monsieur Christophe Roux derrière. Et avec monsieur Christophe Roux. Derrière la grosse responsabilité. Voilà. Micro, technique et autres. C'est son émission, hein. Donc, oui, monsieur. Il nous reçoit quand il veut. Et quand il veut. Hein. Alors, pour l'actualité, on retourne sur l'enquête sur les tirs hier dans un lycée du sud de la France à Grasse, avec ce matin encore 4 personnes hospitalisées, 3 élèves, le proviseur touché par l'adolescent armé qui a été arrêté hier. Interpellation, là c'était ce matin, d'un proche du tireur, un autre adolescent et un fait divers, ce fait divers donc dans les Alpes-Maritimes qui pose directement la question de la sécurité en milieu scolaire. Comment le jeune homme a-t-il pu entrer dans l'établissement hier, muni de plusieurs armes, dont un fusil de chasse, messieurs? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Non, mais alors la réponse a été donnée par des gens qui sont autour du proviseur, en disant que l'élève, on le connaît, il a sa carte d'étudiant et qu'il n'y a pas aujourd'hui l'ordre ou l'obligation de fouiller tous les jours, 3 fois par jour, tous les élèves qui rentrent à l'école. Ouais. Donc ça pose la question, est-ce que les cartables des écoliers, ce qui peut être traumatisant d'ailleurs pour des gens qui sont normaux, c'est la réponse à la question, qui n'est pas convaincante. Alors par contre, il paraît que du côté donc de monsieur Estrosi, il avait fait installer des portiques dans certaines écoles, je sais pas lesquelles, mais que ce portique, bien qu'installé et qui ont coûté de l'argent, n'ont jamais été activés. Et aujourd'hui, donc la question a été posée à monsieur Estrosi, qui évite la réponse. Bah, évidemment. Quoi qu'il en soit, quand même, l'auteur, c'est un conseiller municipal de la ville de Grasse. Mais surtout, adepte apparemment de... ancien militaire. Voilà. Il a 17 ans, hein, ce jeune homme. Ouais. 17 ans, donc voilà. Alors, peut-être un mot sur ça. Je suppose que 99% de la population française, c'est un acte islamiste, pour faire simple. Ah bah oui. Non, mais c'est pour ça, 99, que 99 des personnes de culture musulmane ou de confession musulmane se sont dit, espérant que ce soit pas un des nôtres, encore une fois, parce qu'on va stigmatiser encore, et que, en gros, 30 à 40 classes politiques décideuses de ce pays, il y a même pas à chercher, c'est un islamiste, puis la sauce a été montée dans certains médias, et tout de suite elle tombe, alors qu'il s'agit d'un fait divers. Je vous rappelle que c'est un fait divers sanglant, le 3e, en gros, en un mois, puisqu'il y a eu la famille décapitée et coupée, la famille pour une opération d'argent. Il y a eu cette opération hier, il y a une autre, cher Christophe, ce matin, où on a trouvé à Paris, rue de Montreuil, 3 corps découpés. Et en fait, c'est un problème, c'est un drame familial. Donc aujourd'hui... Il y en a eu un autre cet après-midi, malheureusement, un homme qui a été égorgé, 3 hommes sont en fuite. Le matin, c'était 2 égorgés déjà. Alors, je sais pas si c'est le même ou pas. Poignardé, pardon. Pas égorgé. Voilà. Là, cet après-midi, c'est poignardé, 3 hommes en fuite. Il y a les actes terroristes qu'il faut condamner, bien sûr, mais tous les médias violences sur les actes dits terroristes islamistes, pour rajouter le mot islam alors que c'est un terroriste tout court, les faits divers aujourd'hui basculent en priorité dans des actes terroristes et après reviennent à la sphère normale de la vie normale entre guillemets, excusez-moi, hein, mais de la vie quotidienne dans laquelle il y a des drames qui arrivent tous les jours. Une auditrice me fait remarquer très justement d'ailleurs en antenne, elle dit pourquoi comme hier on parle de fragilité
de problèmes psychologiques. Alors quand c'est un auteur que l'on qualifierait d'un attentat islamiste ou terroriste comme on veut, là il n'est pas fragile psychologiquement, c'est voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, notamment une, c'est que ceux qui commettent, excusez-moi Jean-Marc, des actes lourds et pour certains terroristes islamistes, parce que le qualificatif, on va à l'acte, il y a une espèce d'acquisition de certaines certitudes, fragilité. Par contre, je ne connais pas le truc par cœur, Christophe, mais je vous conseillerais de parler de ce jeu nouveau là qui vient d'être installé, à la suite duquel un jeune s'est suicidé hier du côté de Nantes, un jeu qui pousse les jeunes à jouer, Blue quelque chose, un jeu qui s'appelle, on va trouver le nom, et qui vous met des défis quotidiens, et le dernier des défis, c'est est-ce que vous êtes capable de vous suicider? Et la première victime française a eu lieu hier, donc il faut qu'on rappelle ces jeux, et qu'on demande aux parents d'être vigilants à quel jeu vous jouez aujourd'hui sur Internet. Il s'appelle Blue quelque chose, mais ça va me revenir. Avant le j'aime ou j'aime pas, une petite information qui sort un peu de l'ordinaire. Une découverte majeure au Caire, dans le quartier populaire de Mataria, ce sont les restes d'une statue colossale, plus de 8 mètres de haut, aux statues vieilles de 3000 ans, qui a été extraite de terre, trouvaille dans la zone de la capitale égyptienne, Constropolis, capitale religieuse de l'ancienne Égypte. Alors si je vous suis, cher Christophe, il y aurait eu en gros 3 découvertes en Égypte nouvelles sur les 3 derniers mois. Ouais. Bon, ça fait un petit moment qu'ils font les recherches en Égypte. Hein. Il y a des gens qui ont été dépêchés de tuer les statues. Allez, on va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas, messieurs. C'est à vous de jouer. On y va, c'est parti. Musique. J'aime pas ou je m'en fous, hein, évidemment. Alors tiens, un petit truc marrant. Son nom de Brigitte Bardot, qui bien fait une petite interview et elle parle du cinéma français. Et pour elle, le cinéma français ne compte que des barbus et que des actrices aux cheveux gras. Jean-Marc, pareil. Le succès peut être un danger. Ouais. Euro 2016, pendant l'Euro 2016 qui a eu lieu en 2016, donc l'Euro 2016 de foot, 62 milliards de paris enregistrés dans le monde. Alors, une double, je m'en fous. et la réaction des hommes est des fois tellement stupide qu'on en reste la bouche bée. J'aime pas, mais je dois dire que les impôts, le système des jeux a été créé pour capter de l'argent sur les gens qui sont pas imposables et pour pouvoir prendre l'argent des plus pauvres. C'est une addiction, le jeu. Le propriétaire du restaurant Le Cénacle à Tremblay en France, vous vous souvenez de cette affaire, qui avait refusé de servir 2 femmes voilées, a été condamné à une amende de 5 000 €. Oui, j'aime, mais ça fait quelques jours, ça, cher Christophe. Oui, ça mais non, oui. il y a plusieurs jours. Oui. Non, mais il a été condamné hier, exactement. J'aime. J'ai eu cette information. Mais il y a une quinzaine de jours. Si je peux rajouter une chose, pour tout acte, on doit être condamné, pas que pour celui-là. Pour autre chose aussi, contre le racisme, contre autre chose, on doit aussi être condamné à la même échelle, tout simplement. J'aime qu'il soit condamné, mais ça ne doit pas être que vis-à-vis des femmes, ça doit être vis-à-vis des handicapés, ça doit être vis-à-vis de tout autre. Et à ce titre, j'appelle à mon secours Monsieur François Fillon, qui dit tout acte de délinquance doit être réprimé et très rapidement et exécuté. Y compris par honte, dans ce j'aime ou j'aime pas. Une élève, l'Express. Si Fillon refuse de répondre au juge, eh bien moi je ne suis pas tenu de vous présenter mon carnet. C'est plutôt pas mal, non? Il donne l'exemple. Elle a été à la bonne école, bien sûr. C'est plutôt pas mal. On aime, hein. Oui. L'Union européenne qui verse 40 millions d'euros à l'Algérie pour diversifier son économie. J'aime. Jean-Marc? J'aime. Un rapport, vous en avez parlé tout à l'heure, Tarek. Un rapport une agence en fait de l'ONU. Un groupe accuse Israël de tout simplement discrimination raciale. Washington évidemment a demandé son retrait, comme Israël bien entendu. Moi j'aime. C'est une première, je crois. Hein. Non, c'est pas une première. Oui, il y a plusieurs, c'est pas une première. Mais j'aime pour que les gens sachent comment le monde marche. Et encore mon mot préféré, moi je suis pour l'égalité de tous. Et sur les condamnations, non pas seulement contre ces femmes musulmanes, mais contre tout le monde, j'aime que la justice humaine soit égale vis-à-vis de toutes les infractions et oublie à la limite un nouveau concept. Je souhaite que quand on fait un travail, on oublie qui l'a fait pour se concentrer sur ce qui est et non pas fait par qui.
Tout à fait. La loi est faite pour rendre la vie possible en société, normalement. À vérifier, mais il me semble quand même que j'insiste, hein, c'est bien une première, hein, pour ce qui est de Non, ce non, rapport. les Anglais ont condamné déjà. Non, mais d'une agence de l'ONU. Ça, c'était en des sud-ouest de l'Est. Non, mais que ce soit de l'ONU ou d'autres mondes, à partir du moment qu'il y ait des États qui s'expriment dans ce sens, c'est aussi porteur. Non, mais quand je disais c'est une première, c'est de la part de l'ONU. Oui, Voilà. oui. Tiens, une dernière petite info. Bon, évidemment, ça c'est il y a 2 jours, même 3, je crois. Le Maroc, le roi Mohamed VI a démis de ses fonctions le Premier ministre Ben Kairan après quelques mois de crise et d'incertitude. On aime, on n'aime pas le fait que le roi Mohamed VI prenne les choses en main. Alors moi j'aime, mais avec une petite explication. Oui. En clair, il faut que les gens s'habituent à ce qu'il y ait un Premier ministre qui soit nommé, démis, qui gagne et qui perde, pour que les populations, notamment au Maghreb et au Maroc, intériorisent que personne n'est éternel aux politiques, sauf pour le Maroc, qui est le principe monarchique où le roi ou son fils sont là. Mais ça permet d'accepter que les gens vont et viennent, alors c'est dans les 3 pays du Maghreb. Une fois que tu arrives au siège, Jean-Marc. Si c'est dans l'intérêt du peuple, oui, j'aime. Et puis il y a aussi cette affaire, vous avez entendu certainement parler de cette trentaine de migrants qui ont été refoulés à la frontière au Maroc. Non, ils se trouvent entre la frontière et le Maroc-Algérie. Et voilà, donc personne ne veut les prendre en charge, ils sont dans une situation difficile, très compliquée, voilà. Ça c'est malheureusement peut-être la mésentente de ces migrants. Voilà. Je pense devant des êtres humains qui se retrouvent dans une situation de détresse, je pense qu'on doit mettre ses égos de côté et subvenir justement aux besoins de ces gens. Alors, ça va vous faire plaisir, messieurs. Je sais que vous aimez ça. Plus qu'un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle en France, Marine Le Pen fait toujours la course en tête dans les intentions de vote. La candidate du Front National. Qui sont une image du moment. Sondage. La candidate du Front National, 27% des voix. Mais elle est désormais talonnée par Emmanuel Macron. C'est ce que révèle en tout cas un sondage Ipsos pour Le Monde et les Cevipof publié aujourd'hui. Emmanuel Macron est désormais crédité de 26% des intentions de vote, très loin devant François Fillon. Écoutez bien, le sondage a été effectué sur un échantillon européen personne. Voilà, c'est un sondage d'aujourd'hui. Oui. 17,5 pour Fillon. La chute là. Phrase d'Albert Brie, qui était sociologue de 1925, il disait « Le sondage est le jeu de mots des chiffres ». Tout simplement. C'est un peu compliqué ça, Jean-Marc. Hein, va falloir nous expliquer ce que c'est. Hein. Quelque part, ça veut dire, avec les sondages ne parlent que pour ceux qui seront le plus présents et ceux qui parleront le plus. Voilà, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, vous parliez de cet acte qui s'est produit ce matin, Tarek. Oui. Le suspect a été retrouvé et transféré directement en psychiatrie. C'est ce qu'on nous révèle. Le Parisien. Ah bah encore un fragile. Voilà, un fragile. C'est ça. Il faudrait que les terroristes on vérifie s'ils sont fragiles ou pas, comme dit l'auditrice hors antenne. Et puis Marine Le Pen qui se rendra au Tchad. Elle rendra visite aux soldats de la force Barkhane. C'est une information RFI, l'état-major français confirmait cette visite les mardis 21 et mercredi 22 mars. Vous permettez, cher Christophe, oui. Chez Macron, oui. Chez Merkel et notre marine, j'allais dire à la marine, non mais chez les soldats au Tchad, c'est chacun essaye d'expliquer qu'il a la compétence et qu'il est capable d'être président à sa manière. C'est ça. D'un côté, on cherche un petit peu à démontrer qu'on soutient le système impérialiste africain. Alors, qui règne sur l'Afrique. Alors tiens, c'est très intéressant les informations qui viennent de tomber. Là, on parlait tout à l'heure de Fillon et de l'avocat Bourgier. Bourgier, ouais. Bourgier. Alors, c'est un nom à retenir. Bourgier affirme avoir offert les costumes à François Fillon sans attendre quoi que ce soit en retour. J'ai pas de cette nature. Parce qu'ils attendent rien de vous, cher Jean-Marc. Ben donc voilà. ils vous offrent pas. Ben voilà. Donc voilà. Et puis combien même comme on l'offrirait, je me poserais des questions. C'est ça. Et puis tiens, avant de passer au coup de cœur et avant de passer à vous, chers auditeurs, on connaît l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions de football. Le seul club français encore en lice, Monaco, affrontera le Borussia Dortmund. Et s'il gagne, il irait en demi et je serais content pour lui. Au Bayern de Munich, Real Madrid. Ah, ça c'est beau. Turin, FC Barcelone. J'espère que les Italiens vont venger les Parisiens. Ils vont gagner. Enfin, l'Atlético de Madrid aussi, qui va affronter fera face aux Anglais de Leicester. Ça va être un match. Et puis on continue de parler de football, messieurs. Autre quart de finale, ceux de la Ligue Europa. Les Lyonnais affronteront les Turcs du Beşiktaş. Voilà. Chers amis, est-ce que je peux vous provoquer pour une fois tous les deux, cher Jean-Marc et cher Christophe?
C'est peut-être pas nécessaire. Bon, alors je Ça va Bah, parler de allez-y, foot allez-y. encore, bien sûr, Allez-y. mais avec plaisir. Non, mais ça veut dire que j'ai eu cette liste, j'ai cherché le mot PSG, j'ai pas trouvé dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a connu une mésaventure. C'est un accident de parcours. Voilà. Bon. Mais ça va, comme on dit, ça nous rendra plus forts. Exactement. Avec ou sans le Qatar. Mais Tout pour à l'instant avec. Bien sûr. En fait, donc, les 3 premiers clubs français sont la propriété de la France profonde et de Madame Le Pen, puisque Monaco, c'est les Russes, Oui. Marseille, c'est les Américains, Les 3 plus gros, vous avez dit, ou les 3 premiers? on a les 3 plus gros, ceux qui d'accord. prétendent. Oui. Donc, Monaco, c'est les Russes, Oui. Marseille, si j'ai bien compris, c'est des Américains, Ah oui, vous avez bien compris. et Paris, si j'ai bien compris, c'est les Qataris. Absolument. Et les capitalistes français, ils sont où dans cette histoire? Bah oui, ils sont absents. Bon. C'est bien dommage. On va passer donc au coup de cœur, messieurs. Coup de cœur jingle, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. On va découvrir le coup de cœur de Monsieur Tariq Mami. C'est à moi? Ah, tout à fait. Alors, en 15 secondes, mon coup de cœur s'appelle Le Canard enchaîné. Parce que depuis toujours en fait, depuis Giscard d'Estaing, mais depuis novembre, c'est le journal qui fait vivre l'élection présidentielle de 2017 en ayant sorti le premier, l'affaire donc de M. Fillon, mais toutes les autres affaires, et qui permet à l'esprit français aujourd'hui d'avoir une, de l'air et de la réflexion et de la respiration. Et moi, je vous cache pas que des fois, le mardi matin, je me trompe. Je pense que c'est le mercredi et je vais donc au kiosque pour acheter Le Canard qui refuse donc d'être sur Internet. Et on me dit, mais monsieur, Le Canard, c'est demain, mercredi. Donc, c'est vous dire, c'est mon coup de cœur. Et je peux vous dire que la semaine où je l'ai pas trouvé, parce qu'il est arrivé une semaine où je l'ai pas trouvé, j'ai fait une dizaine de kiosques à Paris, j'ai appelé tous les copains. Et quelques jours après, un copain qui l'avait acheté m'a donné le numéro que j'ai raté et j'ai toute la collection de Canards enchaînés qui, pour moi, aujourd'hui, est un exemple à la fois de l'investigation journalistique et de la liberté d'expression. Et à voir d'ailleurs cette semaine dans le C'est Canard marrant enchaîné aussi, comment Sarkozy parle de Fillon. N'est-ce pas, Tarek? À voir dans le Canard de cette semaine comment Sarkozy parle de Fillon. Ben, ça s'appelle Les meilleurs costards que les amis de Fillon lui taillent, et c'est à la page 2, et je peux vous lire toute la page. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez-y, l'achetez. Et donc c'est un coup de pub vraiment mérité. Je retiens 2 choses: la capacité d'investigation et la liberté d'expression. Et j'y rajouterai que comme il y a 0 pub là-dedans, donc chaque auditeur qui achète Le Canard, il participe indirectement et même directement à la liberté d'expression en France. Toutes les semaines. Monsieur Zébélus. Alors, mon coup de cœur, c'était pour un compatriote aujourd'hui, en la personne de monsieur Aimé Césaire, qui est né le 26 juin 1913 au sein d'une famille assez nombreuse. À Basse-Pointe, c'est une commune de la Martinique qui est un département d'outre-mer. Aimé Césaire, c'est un élève brillant du lycée Schleicher de Fort-de-France. Il va poursuivre ses études secondaires en tant que boursier du gouvernement français au lycée Louis-le-Grand à Paris. C'est dans ce couloir de ce grand lycée parisien que, dès que son arrivée, Aimé Césaire va rencontrer Léopold Sédar Senghor, qui est lui sénégalais, qui était son aîné de quelques années. Au contact des jeunes africains étudiants à Paris, Aimé Césaire et son ami guyanais, Léon Gontran Damas, qu'il connaît depuis le lycée Schleicher, découvrent progressivement une part refoulée de l'identité martiniquaise, c'est-à-dire la composante africaine dont ils prennent progressivement conscience, parce que jusqu'à là, ils pensaient qu'ils étaient des Français, qu'ils étaient même blancs peut-être. Et au fur et à mesure qu'émerge une conscience forte de la situation coloniale, en septembre 1934, Césaire fonde avec 2 étudiants, c'est-à-dire Léon Gontran Damas, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et Birago Diop, le journal de l'étudiant noir. Donc ensuite on a connu le phénomène de la guerre. Il est même à l'origine aussi, avec tout ce petit groupe d'amis, de la négritude, le mouvement de la négritude. En fait, quelque part, qui est aussi un rejet de la colonisation, c'est-à-dire reconnaître sa vraie identité africaine quelque part aussi, parce qu'on a quand même une identité africaine. Donc et au total, Aimé Césaire, il a publié 14 œuvres. D'accord? Recueil de poésie, pièces de théâtre, essais. Aimé Césaire n'a pas été vraiment reconnu en France. Il a surtout été reconnu aux États-Unis. Il a fait de grandes œuvres. Il a eu, en fait, pas mal de publications.
Il a fait des poésies, cahiers d'un retour au pays natal. Ça a étudié aussi dans les grandes universités américaines, Oxford et tout, etc. Moi laminaire, la poésie, les armes miraculeuses, etc. Et j'en passe. Il a écrit aussi, et il a fait un discours sur le colonialisme, c'est très intéressant. Une lettre à Maurice Thorez à Paris, une poésie, un moyen de connaissance et de naissance, c'est-à-dire CO-naissance, proposition poétique publiée en Haïti en 1944. Il a aussi publié Toussaint l'ouverture, La Révolution française et le problème colonial. En fait, il a fait beaucoup d'écrits, donc c'est très long. La liste est quand même longue à énumérer. Donc c'était un grand homme, un grand monsieur qui a été reconnu surtout à l'étranger, aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, il a été reconnu puisqu'on a même voulu l'enterrer au Panthéon, ce qui n'a pas pu à la famille, qui n'a pas pu se faire. Donc, je vous invite aussi à vous intéresser à cet auteur qui parle pas mal du tout le process. C'est aussi un compatriote à Frantz Fanon. Merci Jean-Marc, merci Tarek. Dans un instant, oui, mettez votre plus beau costume puisque les auditeurs arrivent pour vous interpeller certainement, pour dire ce qu'ils veulent en tout cas. 01 40 33 9000 dans notre 10 minutes de Libertad. Et ils n'ont pas besoin de nous interpeller. Nous sommes dans un espace d'échange. Il est en train de conditionner. Oui, tout à fait. Non, mais je suis vigilant. La liberté à frapper. Oui, je suis vigilant. Donc on n'interpelle personne et personne nous interpelle. Par contre, on écoute et on échange. Oui, mais si quelqu'un veut vous interpeller, Tarek Mami, qu'il le fasse. C'est du BFM. Il n'a pas à interpeller. Il a à donner son point de vue. Oui. Je lui donnerai le mien. Directement à vous. Oui, mais ou à Jean-Marc. Oui, il donne son point de vue. On lui répond et on partira bon copain. On ira prendre un café à 3, Jean-Marc, l'auditeur et moi, et pas vous, Christophe. Il m'interpellera s'il est policier et si j'ai commis un délit. Très bien. Eh ben, il y en a qui, méfiez-vous parce qu'il y a des policiers qui nous écoutent, monsieur. Eh ben, on les salue. Et puis, moi, aussi nous écoute. Je voulais saluer 2 ou 3 personnes que je connais pas, que j'ai rencontrées, mais je m'excuse parce que j'ai pas retenu leur nom. Donc, un chauffeur de taxi, un chauffeur de Uber, parce que je prends les deux pour tester, et une autre personne. Et ce qui m'a plu dans un des 2 chauffeurs, je me rappelle pas d'ailleurs si c'est taxi ou pas, c'est qu'il était heureux de me voir. Et quand je dis me voir, il m'a plus parlé de Christophe Roux d'ailleurs que de moi. Donc, c'est la vedette, hein. Non, mais donc de parler de la radio. Et il m'a dit, Monsieur Mami, est-ce que je vous permettez que j'appelle un copain à moi, nous sommes 2 chauffeurs, chacun de son voiture, mais on entend vos émissions toute la journée, juste pour lui dire que c'est moi qui a gagné le pari, parce qu'on a dit qui c'est qui aura dans sa voiture, Monsieur Mami, ou Christophe, ou WM, quelqu'un de la radio, pour dire j'ai eu France Maghreb dans la voiture. Et donc je les salue tous les 3 au nom de ce chauffeur. Ça risque pas d'être moi, je prends jamais le taxi. Eh ben chacun ses défauts. Hein. Monsieur un chauffeur particulier. On va commencer à se poser sur ses avantages en nature non déclarés. SNCF et RATP, hein, donc à chacun son truc. Dans un instant donc Libertad sur France Maghreb 2. NGF le grand forum, c'est parti pour votre moment Libertad. Tarek Mami et Jean-Marc Zebellus qui sont avec nous sont prêts. Si vous permettez, juste avant, en respectant l'auditeur, je rappelle donc le nom de ce jeu qui aujourd'hui qui fait fureur sur Internet à se suicider. En France, le premier suicidé c'était hier. Ce jeu s'appelle Blue Whale Challenge, Blue Whale WHAL Challenge, et donc que les parents regardent avec leurs enfants quel jeu ils jouent, et ils leur disent que ce jeu-là est un jeu en fait mortel, puisqu'ils lancent des défis aux gosses, tous les jours un défi, et le dernier défi, est-ce que tu es capable de te suicider? Et hier, nous avons eu en France le premier suicidé. Parents, soyez vigilants. Allez, place à nos auditeurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Votre Mami et Jean-Marc. Votre prénom. Voilà, c'est Jamila. Merci. J'ai mené ma petite enquête, Christophe, par curiosité. J'ai questionné des jeunes le fait que M. Fillon maintient sa candidature. Alors, la réponse. Ils lui font pas confiance, déjà. Ils disent, la réponse c'est quoi? Ils disent, s'il l'a fait, pourquoi pas nous? C'est grave. Alors, aujourd'hui, ça confirme ce qui s'est passé à Grasse, aux Alpes-Maritimes, la montée de la haine dans les cœurs de certains jeunes. Alors la haine de quoi? De l'autre déjà, et de l'immigré, et surtout l'islam, de la part de Marine Le Pen, et surtout M. Fillon. Alors c'est grave de chez grave. Bon, merci Jamila, même si ça va un petit peu dans tous les sens, mais bon, cela dit, ça vient conforter un petit peu ce que vous venez de dire, puisque 75% des Français interrogés considèrent qu'il a eu tort de se maintenir. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Kamel de Paris. Ah, Moi, je suis voilà. très content d'avoir Jean-Marc Gébélus, un ami vraiment. Ah bon, vous avez un nouvel ami, vous? Non. Mais oui, avec bien sûr. Hamid Karaman et bien sûr Tarek Mami, c'est les deux meilleurs chroniqueurs que Non. vraiment j'aime Avec beaucoup. qui? On est complémentaires. C'est qui l'autre? Nous sommes C'est qui l'autre meilleur chroniqueur, Kamel? Hamid Karaman et Non, c'est Jean-Marc, Karmani, et bien sûr, Tarek Karmani. Mami, sans l'oublier. C'est ouais, Hamid voilà. Kermani. Karmani, Kamel, arrêtez de remixer son nom, le pauvre. Karmani. D'accord. Voilà. Je passe rapidement pour deux petits sujets rapidement. Premièrement, je dis l'État, il faut qu'il se méfie des subventions qu'il donne aux associations. On a vu qu'une certaine dame, Sonia Emloul, là, qui est chargée de l'association de déradicalisation, il y a un détournement de 25 000 euros. Donc cet État-là, moi je tiens à lui dire qu'il... Elle a juste pris la moitié des costumes de M. Fillon, mais bon. Ouais. Voilà. Et deuxièmement, je tiens à reprocher aux médias, j'ai constaté France 2 ou BFM TV, mercredi, il y avait deux choses qui sont passées en civil. Il y avait un attentat au tribunal de Damas. On a parlé de ça. Mais par contre, un bombardement, il y a 14 enfants qui étaient bombardés à Idlib, qui sont morts. 14 enfants et 62, bien sûr, 25 civils. Pas un mot. Donc, je me demande, est-ce que ces médias-là font la différence entre les êtres humains qui meurent à Damas Kamel, et que... Idlib, Oui. c'est contrôlé par qui aujourd'hui? Comment? Idlib est contrôlé par qui aujourd'hui? Idlib est contrôlé par les gens qui ont lancé la révolution et je suis pas tout à fait Idlib est d'accord contrôlé avec par Samir. qui, Kamel? C'est pas des mercenaires. Je suis tout à Al-Qaïda. fait d'accord avec ça. Al-Qaïda, Idlib. Al-Qaïda, mon cher ami. Il faut revoir un peu vos classiques avant de venir à l'antenne. Merci, Kamel. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Kamel 2. Kamel 2, Oui, bonsoir. Kamel 2, oui, Ouais. bonsoir Tarek, bonsoir à Jean-Marc, bonsoir à Christophe, Kamel. ainsi que les auditeurs et auditrices. Alors moi, je voulais justement, contrairement à ce que vient de dire Kamel, je voulais simplement rendre un grand hommage aux plus de 15 millions de personnes qui sont bénévoles et qui s'investissent dans le monde associatif. Ce n'est pas les quelques brebis galeuses qui vont faire changer le fait qu'on doit soutenir. Je crois que le fait de s'engager, le fait de donner de soi-même, d'être dans ce supplément d'âme nécessaire aujourd'hui dans notre société, il est important de le souligner. Moi, je fais partie de ces gens-là et je voulais simplement vous le souligner. Je vous remercie encore une fois, Christophe, de m'avoir permis de le dire. Si je peux rajouter une chose, Kamel, Oui. à savoir que le plus souvent, ce sont les femmes qui sont dans ce mouvement associatif et qui donnent de leur temps. Ne faisons pas de sexisme, mon cher Non, Jean-Marc, mais elles dans sont cette, plus nombreuses. Il faut le reconnaître, Kamel. Elles sont plus nombreuses. Reconnaissons-le, Kamel. J'ai pas fait le calcul, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah mais ben, je veux bien j'ai vous fait le croire, calcul, Jean-Marc. j'ai Mais fait le ceci calcul. étant, l'engagement J'ai fait le calcul, associatif, voilà. désintéressé, Voilà. est à souligner, Voilà. et il faut qu'on le souligne. Au merci. sein de France Maghreb 2, je crois qu'ils le font constamment. Eh bien, il faut persévérer et leur ouvrir la porte. Les brebis galeuses, il faut également les pointer. Voilà, merci à eux C'est en tous les fait. cas. Merci Kamel, merci à toi et bonne marche. Je pense que tu vas aller marcher dimanche. 01 40 33 9000, un petit dernier pour la route avant de partir au week-end, bien sûr, avant de retrouver l'ami Amar dans un instant, qui va vous faire l'éphéméride, bien sûr. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom. Tarek. Ah, Monji. Monji de Marseille, comment ça va, Monji? Oh, Monji de Marseille. Quel plaisir, Monji. Fait-il beau à Marseille? Merci beaucoup. C'est très bon, ouais, c'est très bon. Ah, super, Alors, juste, Monji. je vais faire rapide, en fait. Il y a deux événements qui sont en relation avec l'affaire du berger de Perpignan, là. Alors, aujourd'hui, il y a une genre de conférence pour informer les gens sur l'histoire qui a été suivie par le CRI depuis le départ. C'est dans la salle des Libertés à Perpignan, 3 rue Edmond Bertisol à Perpignan, voilà. Sachant que cette salle a été refusée au départ par la mairie, on a dû aller devant le tribunal administratif pour avoir la salle. Voilà, c'est déjà une raison de plus pour aller soutenir cette action. Et demain, il y a un rassemblement devant le tribunal administratif, devant le tribunal de grande instance de Perpignan aussi, à partir de 17h. Aujourd'hui, salle des Libertés à 18h30. Et demain, à partir de 17h, devant le tribunal pour soutenir la famille des bergers. Il y a aussi une cagnotte sur l'outil comme vous pouvez faire, je ne sais pas exactement, mais voilà. Très bien. Merci, Monji.
pour soutenir le berger. Merci. À vous. Et je rappelle que si vous voulez en savoir plus, je crois que c'était mercredi de mémoire que l'on en a parlé à l'antenne de cette affaire du berger, ou plutôt de la bergère qui est en prison aujourd'hui. C'est ainsi que se referme cette émission en compagnie de nos amis Jean-Marc Zébélus et Tarek Mami qui ont été très sages aujourd'hui. C'est bien. Bravo les gars. Donc. Alors je vois que Hakim déteint sur vous, cher Christophe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Hakim? Laissez-le. Parce que c'est le genre de langage que de notre Hakim, de notre ami Hakim dans les cercles de conversation autour des amis de la radio. Et là, on a gagné entre guillemets un pas supplémentaire puisque ça sort des communications privées à la communication publique. Non mais Hakim vous offrira un bon panini fromage, vous allez voir, ça va être bon. Vous pouvez lui faire de la pub. Bien entendu. Brioche de Barbès, oui. 29 rue Stéphaneson à Barbès. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce que vous savez que c'est dans cette rue oui. que la première radio dite communautaire en langue arabe a été lancée d'une manière, j'allais dire, illégale et clandestine en 1981? Je ne savais pas, mais oui, je savais que c'était dans le quartier, mais oui. C'est dans cette rue Stéphaneson. Très bien. Aujourd'hui, à la Brioche de Barbès. Voilà. Et de manière légale. Ah bon, c'est pas clandestin. Hein. Non, pas du tout. Et puis on y mange très bien. Et le code de promotion pour 50% pour les auditeurs qui viennent. Le mot de passe, c'est Christophe Le Grand Forum. 50%. 50%. Bon, et combien ils vous en reversent là quand on n'est pas présent? Rien. Et quand vous y allez, vous mangez pour combien sans payer? Oh, pas grand chose. Hein. Un petit pain au chocolat, un petit ça fait du fillon, ça, un petit peu. Mais c'est à petite échelle. Merci Jean-Marc Zébélus, merci Tarek Mami. Qui vole un œuf? On vole rien du tout. Peut voler un bœuf. Mais on vole rien du tout, Tarek Mami. Attention, on s'entend bien. Ouais. Avec Hakim, tout est légal. Enfin, je commence à subodorer un petit peu les choses. Avec Hakim, je commence à comprendre un petit peu les choses. À quand le camis offert? Ah, je ne sais pas, c'est pas pour mais on n'a pas parlé encore. J'attends. Bon, c'est un cheminement. Peut-être. Allez, messieurs, pour week-end. Alors, deux petites choses pour ce week-end. Une fête, dans notre ami Medjahed parlera tout à l'heure pour les enfants, Aouledna, nos enfants, dimanche matin. Medjahed s'étalera. Et puis, un partenariat sur la ville de Clermont-Ferrand pour un concert, parce qu'on parle souvent des concerts qui ont lieu à Paris, rarement des concerts qui se passent en province. Donc, on parlera de l'opération qui aura lieu à la fin du mois du côté de Clermont, en partenariat avec France Maghreb 2. Donc, pour les auditeurs de Clermont-Ferrand, 94 FM, ouvrez un peu les oreilles avec Christophe tout à l'heure pour gagner des billets. Avec Medjahed, vous voulez dire? Avec Medjahed. Oui, avec Medjahed et Christophe au passage. Oui, voilà, mais oui. Tout à fait. Dans un instant, donc, la suite avec la Myanmar pour l'éphéméride, le sport, la télé. Et Parler Islam sera animé ce soir par le professeur Samir Al-Islam. Le rappel de l'actualité à 18h02, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Pas de grosses perturbations dans le ciel. Air France prévoit d'assurer la quasi-totalité de ses vols, malgré une grève des hôtesses et des stewards jusqu'à lundi soir. 30% de grévistes demain, selon la direction. Les personnels navigants protestent contre le projet Boost, la nouvelle filiale à bas coût de la compagnie. Et puis aujourd'hui, la compagnie aérienne Alitalia a annoncé vouloir supprimer quelques 2037 emplois parmi le personnel au sol, soit 20% des effectifs. Les syndicats appellent à la grève le 5 avril prochain pour dénoncer ce plan. Une troisième arrestation après la fusillade au lycée Tocqueville de Grasse. Le meilleur ami du tireur a été interpellé dans le Var ce midi. Son frère jumeau est aux mains de la police depuis hier. Tous deux sont soupçonnés de complicité avec le tireur, un lycéen de 16 ans qui est toujours en garde à vue. Les armes qu'il a utilisées appartenaient à ses parents et à son grand-père. Cet accrochage militaire la nuit dernière entre Israël et la Syrie, et l'armée israélienne a mené des raids aériens au-dessus de Palmyre. Damas affirme avoir abattu l'un des avions israéliens, ce que Israël dément. Israël qui affirme de son côté avoir intercepté un missile tiré par les Syriens. Le nutritionniste Jean-Michel Cohen ne pourra pas exercer la médecine pendant 1 an. C'est ce qu'a indiqué le Conseil d'État. L'instance a rejeté son pourvoi en cassation. Le médecin a été mis en cause pour le caractère publicitaire de sa collaboration avec le site internet Savoir Maigrir. Sport, rugby, le Racing 92 et le Stade français ne joueront pas ce week-end en top 14. Leurs matchs contre Castres et Montpellier sont reportés. Annonce de la Ligue nationale de rugby. Par ailleurs, dans un communiqué, le club de Montpellier précise qu'il est en opposition avec le report du match initialement prévu demain et utilisera toutes les voies de recours à sa disposition pour que le match se déroule conformément au calendrier préétabli.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.